Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'Instant Caucasien. Je suis aujourd'hui en compagnie de Jean-Yves Dufour. Bonjour Jean-Yves. Salut, salut à tous. Alors, avant d'aborder le sujet principal de cette émission, je voudrais faire une petite aparté qui concerne notre dernière émission à laquelle tu as participé, Jean-Yves, qui était une autocritique de notre milieu. On a cru voir dans les commentaires qu'il y avait un petit schisme entre catholiques, on va dire, versus païens athées, on va dire. Alors, je voudrais que les catholiques ne se méprennent pas. On est conscient au sein de notre initiative communautaire de l'importance de la religion. On est conscient de l'importance du sacré. On comprend clairement qu'une société a besoin d'un système de valeurs communes, d'une vision spirituelle, et que ça constitue le ciment d'un peuple, le ciment d'une culture. Et que de toute façon, si on fait l'impasse sur une religion, de toute façon, il y a toujours quelque chose qui va venir le remplacer. Par exemple, l'argent, d'ailleurs, ce sera peut-être le sujet de l'émission. Pour autant, les catholiques fervents qui ont tendance à nous dire, oui, voilà, si vous ne retournez pas à la religion du Christ, vous n'arriverez à rien. Très bien, j'ai envie juste de leur répondre que comment vous pouvez donner ou redonner la foi à quelqu'un qui ne l'a pas ou qui l'a perdu. Est-ce que ce quelqu'un doit faire semblant? Nous, enfin, au sein de notre initiative communautaire, pardon, on porte cet héritage chrétien, on porte également l'héritage païen, par exemple à travers le calendrier des fêtes païennes, qui nous permet d'avoir un calendrier régulier pour nous réunir, et ça nous constitue déjà un petit semblant de liturgie déjà. Mais on ne peut pas se déclarer du jour au lendemain de fervents catholiques et que nous allons assurer notre survie, notre pérennité, grâce à notre profonde piété. Alors bref, lors de nos rencontres, en tout cas en réel, qui rassemblent, ces rencontres, elles rassemblent des chrétiens, des athées, des païens, que sais-je, toutes ces confrontations, ça disparaît très vite s'il y en a. La plupart du temps, il n'y en a pas. Mais si jamais il y a des discussions, et ça reste au niveau de la discussion, ça disparaît très vite parce qu'il y a déjà tellement de choses qui nous rassemblent. Donc je pense qu'on peut s'éviter tout ça. Je pense qu'il y a plutôt dans cet échange de commentaires plutôt le plaisir un petit peu de la joute verbale. Et voilà, et en réel, tout ça existe beaucoup moins. Donc je voudrais vraiment mettre les choses au point et dire en tout cas que notre initiative n'a aucune animosité particulière envers les catholiques. Voilà, je pense que de toute façon, malheureusement, vous, catholiques, vous avez assez à faire avec les attaques médiatiques que vous avez régulièrement pour penser que chez nous, il pourrait y avoir une tentative de vouloir réduire l'Église, patati patata. Enfin bref, voilà. Ce point étant réglé, j'en arrive enfin au sujet de l'émission. Déjà, rebonjour Jean-Yves. Je vais quand même te représenter vite fait à ceux qui pourraient nous écouter. Ils n'ont peut-être pas écouté notre émission précédente. Donc, tu es l'auteur de La France face au mondialisme. C'est un ouvrage d'ailleurs qui est à l'origine de ton passage sur Meta TV, si je ne Oui, me trompe pas. c'est ça, ouais. Je crois que l'émission est toujours disponible Ah oui, visible bien sur sûr, YouTube. ouais, ouais. Elle date de En plus, il y a 2000. Dailymotion et YouTube, il y a les deux. Il y a les deux, ouais. C'est 2012, dans 2011-2012, Alors ton le passage? livre, je l'ai écrit en 2011, mais je suis passé bien plus tard sur Ah MetaTV. oui, Je crois que c'est 2015. Je crois que je suis passé en 2015. février 2015, si je me trompe pas. C'était tes pas à Voilà, l'époque. voilà. Ouais, voilà. Alors, tu es aussi l'auteur d'un roman, L'ombre au sommet. Oui, L'ombre au sommet, donc aux éditions Bibracte, aux éditions helvétiques, hein, c'est un éditeur suisse. Voilà. Euh, Résistance et tradition. voilà, donc ça c'est autoproduit aussi, c'est Ouais. justement sur la question entre le modernisme et le traditionnalisme. Ouais, d'ailleurs, ça a fait l'objet enfin, au moins d'une conférence que j'ai vue aussi sur YouTube d'ailleurs. Ouais, j'ai donné plusieurs conférences sur Guénon, sur Evola, sur la tradition vue par eux, parce que c'est essentiellement eux qui ont théorisé le concept. Ouais, Euh, ouais, ouais. voilà. Et aussi On en donc de parlé ici l'esprit. d'ailleurs, ici même, on fait une petite émission dessus. Ouais. Et donc de l'esprit gauchiste aussi. Voilà, l'esprit gauchiste que je suis en train de... Je le dis à chaque fois parce que je suis jamais... Ouais. Je perds C'est- toujours du temps par rapport à ce qui est annoncé, mais c'est en bonne voie, Non, mais je te le rappelle pour te presser un ça petit peu. sortira en version papier. Alors maintenant, je dis pas de date, mais voilà. Avant la fin Ouais. de l'année. L'esprit gauchiste, c'est un oxymore le titre ou c'est non, je sais pas. Euh, C'est pas gentil. donc tes ouv- et ces ouvrages sont à retrouver sur ton site franceversusmondialisme.fr, francevsmondialisme.fr. Non, mais je dis ça parce qu'il faut pas braquer les gauchistes, parce que le but, c'est aussi qu'ils le lisent et qu'ils s'y retrouvent
et qui se disent ah merde, je suis tellement prévisible que ça, ah peut-être faut que je me remette en question. Parce que les mecs, comme ils pensent être des gros rebelles, Ouais. C'est euh, vrai qu'il y a un côté livre, peut-être pilule rouge un petit peu. bah, et Un peu dans ce j'espère, que tu- j'espère, comme on dit en anglais, red piler, voilà, Red pilé, ouais, les les éventuels éventuels lecteurs. lecteurs qui ne sont pas dégauchisés. De toute façon, comme j'explique, on n'est jamais dans le milieu d'extrême droite, on en a parlé beaucoup, il y a énormément de tares gauchistes. Euh, Oui. on n'est jamais dégauchisé à 100%, c'est très rare. Et réciproquement, un gauchiste n'est rarement un gauchiste à 100%. Ouais. Je crois que je sais plus avec qui je discutais de ça récemment. Je pourrais citer Mathieu Rigouste comme gauchiste 100%, mais ce genre d'individu est très rare, heureusement. Alors justement, tu dis que à l'extrême droite, on n'est jamais droitard à 100%, qu'on est encore hein, de temps en temps avec quelques réflexes gauchistes. Alors justement, dans notre dernière émission qu'on a fait ensemble, c'était justement une tentative d'autocritique de ce milieu. Et on avait justement évoqué l'absence de projet de société, l'absence de proposition de système alternatif ou d'une vision d'une société Eh oui, qui pourrait... effectivement, puisque c'est un ensemble de visions anti-système qui sont Ouais, contradictoires, incohérentes les unes les autres. voilà, et du coup, on est très facilement réductible par nos adversaires à un potentiel projet totalitaire, fasciste, nazi, ou les deux. C'est Mais tout. juste en même temps, c'est là où, bah, évidemment, comme disait Jospin, il y avait de l'antifascisme de théâtre, mais en Ouais, réalité, il n'y a pas de menace. Il n'y a aucune menace. Il y a une instrumentalisation d'une fausse menace, mais il n'y a pas de réelle menace, et tout le monde le sait. Parce que les camps, les chapelles sont ultra divisés. ouais, alors bah, ça c'est clair, d'autant que Et sur les pour projets, nuancer. effectivement, pas simplement en termes d'incompatibilité d'humeur entre personnes, entre leaders, avec les égos, mais vraiment sur le fond. Ouais, sur le fond. Bah, alors justement, pour lancer notre sujet, on pourrait même dire que dans les différents courants de notre milieu, la plupart du temps, on sait dire ce qu'on ne veut pas, mais savoir dire ce qu'on veut, C'est c'est ça. déjà beaucoup C'est plus ça. difficile. Et en plus, comme il y a aussi beaucoup qui font de la politique là-dedans au sens politicien, il y a aussi une stratégie derrière, c'est-à-dire que comme on dit, on sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Donc si on devait formuler des projets positifs, eh ben, on s'éloignerait d'autres, hein. Ouais, ouais, je vois. Donc on disait Alors, bah, pas trop le faire, généralement. du coup, suite à cette émission, tu avais évoqué, je crois que c'était en off, je sais plus si ça s'entend dans l'émission, si tu veux... J'essaie de le placer à chaque fois, en fait, donc je pense que ça s'entend. Ah non, mais là, je parlais de l'ouvrage qu'on va Oui, évoquer. c'est ça, j'essaie de le placer à chaque fois. Ah oui, oui, c'est ça, oui, bien sûr. Ouais, ouais, alors, je sais plus si c'était en off ou pendant Ouais. l'émission, mais donc tu as évoqué l'ouvrage de Philippe Landeux, La théorie de la propriété, Oui, parce que dont tu... je venais de le préfacer, en fait. Il venait de sortir, donc début décembre, je crois, 2018. Alors voilà, donc c'est peut-être un ouvrage qui pourrait nous amener des éléments de réponse, enfin en tout cas un point de départ de discussion, à ce que nous souhaiterions vraiment comme modèle de société. Alors déjà, il faut préciser que cet ouvrage fait suite à un autre ouvrage de Philippe Landeux qui est La théorie de la cité. Euh, Euh, oui, oui, on peut voir ça comme ça. En fait, il a écrit beaucoup d'ouvrages sur ce qu'il appelle l'argent et sur une théorie qu'il appelait le civisme, ouais. qui regroupe une organisation politique, sociale, Mhm. économique de la cité. Donc j'allais dire clé en main. Alors évidemment, Ouais. c'est un niveau très haut, c'est pas clé en main, il n'y a plus rien à faire, c'est dans les principes. Oui. Et après, il y a beaucoup de choses à faire, au contraire, bien sûr. C'est pas un projet totalitaire qui est là, mais les réflexions, les questions qu'il pose, le paradigme est complètement Mhm. novateur. C'est-à-dire qu'il n'existe pas, il n'existe ni à l'extrême droite, ni dans la droite en général, bien sûr, ni à l'extrême gauche. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est vraiment à part. Oui, non, mais il y a vraiment un côté transcourant avec une prise de recul. Mais c'était vraiment pardon, pour préciser auprès de ceux qui nous écoutent. Philippe Landeux, voilà, théorie de la cité, théorie de la propriété. Philippe Landeux, c'est quand même un auteur qui se lance un peu dans une œuvre, on va dire, je disais tout à l'heure, rousseauiste un petit peu, si tu veux. Oui, oui, C'est-à-dire tout que à fait, tout à fait. Et en tant que robespierriste, alors pas robespierriste au sens de tout ce qu'on peut mettre à Robespierre, mais là pour ça je renvoie à ce qu'il a écrit. Il a écrit une biographie de Robespierre et il a publié l'intégrale de ses discours et beaucoup de notes et beaucoup d'articles qu'il a écrits, etc. Mhm. Donc globalement, oui, Robespierre à l'époque avait raison dans ses prédictions et dans sa façon de voir.
Et, euh, et donc lui s'en inspire, et Robespierre lui-même s'inspirait à l'époque de Rousseau, Oui, notamment du contrat social. Donc d'ailleurs, Serge Ayoub a écrit un livre récemment pour un nouveau contrat social. oui. Ayoub et Philippe Landeux qui se connaissent bien, et, et Serge aussi se base sur Rousseau, sur Robespierre. Et d'ailleurs, Serge est quelqu'un de très républicain, je veux dire, authentiquement, il est limite de gauche. Hein, si on lui pose la question, il est de gauche républicaine, quoi, quelque part, hein, Ce- dans la tradition presque de riposte laïque, etc. ouais, dans le côté justice sociale. Voilà, On est, mais la ouais. vraie gauche, encore une fois, pas Ouais, ce que voilà. j'ai appelé le gauchisme. Voilà. Ouais, bien sûr. Ouais. Bah, de toute façon, Philippe Landeux rappelle un petit peu chacune des notions pour qu'on sache bien de quoi on parle et éviter les confusions entre ce qui est de la gauche actuelle et de la vraie gauche C'est de ça ce qu'il départ. appelle la gaucherie, parce qu'en en fait, tous les mots sont piégés, mais à partir de là, il y a deux solutions. C'est comme à l'instant caucasien, on a parlé récemment de démocratie, Oui, avec la démocratie athénienne. Qu'est-ce que la démocratie? Évidemment, quand les politiciens d'aujourd'hui parlent de démocratie, on dirait presque, ils font semblant de la défendre, mais en fait, ils l'attaquent en parlant de populisme et de dictature du peuple, quasiment. Hein. ah oui, oui, exact. Ouais, Voilà, ouais. donc il faut se méfier de la démocratie aujourd'hui, alors qu'on est censé l'encenser. Euh, donc tous ces mots sont piégés, mais soit on les laisse aux adversaires, soit on essaie de les reprendre, et donc de les redéfinir, de les réexpliciter. Tiens, petit aparté avant de démarrer sur le livre en lui-même, qu'est-ce qui t'a amené à faire la préface? Est-ce que c'est en lisant l'œuvre? Est-ce que c'est en... tu Alors, voulais... moi, je connais Philippe depuis très longtemps, quand j'habitais à Paris. Ouais. On s'était rencontrés, et justement, c'est chez Serge. Mhm. Et donc, on avait discuté presque toute la nuit. Et au petit matin, il fallait travailler, mais finalement, ce qu'il appelait sa théorie de la cité, le civisme, avait fait son bonhomme de chemin dans ma tête. Il manquait peut-être pas grand-chose, mais lui, elle l'avait conceptualisé, et il l'avait bien expliqué. Bon, évidemment, il faut plusieurs heures, hein. Une nuit, c'est 6 7 heures. Et ensuite, je me suis mis à lire ses livres. Alors, ces livres sont un peu rébarbatifs et fastidieux, parce que c'est pas marrant, c'est pas de la poésie, hein, ou c'est pas un roman, hein, c'est vraiment des institutions, un nouveau paradigme Oui. d'organisation sociale. Mais ça fonctionne très bien, et, et ça ouvre des perspectives illimitées. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'ouvrage aussi révolutionnaire à ma connaissance. Donc quand il a réécrit la théorie de la propriété, qui est en fait le fondement des principes qui ont amené à la théorie de la cité, normalement il aurait dû l'écrire avant. Euh, Oui. voilà, mais bon, moi je prends le train en route, et c'est très bien, parce que ça permet, en le repréfaçant, moi j'étais fier de présenter ça en tant qu'ouvrage révolutionnaire. Alors c'est mal compris, c'est peu connu, peut-être justement parce que c'est trop révolutionnaire, donc ça nécessite, c'est vraiment une avant-garde, hein, à mon avis. Mais finalement, si c'est explicité correctement, je pense qu'on peut amener un grand nombre de gens à partager ce nouveau paradigme. Et comme peu de gens justement en parlent, alors il a été invité chez Daniel Conversano, chez Tepa, il a été invité beaucoup longuement sur RIM, la radio ici et maintenant, et puis sur d'autres supports, mais globalement, ça reste inconnu quand même. Ouais, C'est-à-dire ouais, qu'à ouais. part lui-même, il n'y a pas de gens tellement qui en font la promotion. Donc moi, j'essaie de le faire à mon niveau, parce que je suis vraiment persuadé que non seulement c'est très intéressant, c'est très lucide, ça paraît avant-gardiste, mais c'est pas des divagations, c'est quand même l'avenir, et on va en parler, sur les signes qui laissent penser que c'est l'avenir. Et en plus, comme tu l'as dit au début, ce serait vraiment le projet qui peut non seulement réunir tous les antisystèmes, et y compris qu'on les classe à l'extrême droite, mais y compris une frange, on va dire, sincèrement anticapitaliste de gauche. Et puis Mhm. les gens lambda, on voit avec le mouvement des Gilets jaunes, les gens qui n'en peuvent plus, en fait, ils en peuvent plus de quoi? Évidemment, on va dire, oui, mais pourquoi on n'a pas d'argent? On peut dire, oui, c'est parce que l'immigration coûte cher, c'est parce que l'État coûte cher, les fonctionnaires, etc., etc. Mais au bout d'un moment, il y a quand même l'argent. C'est, Ouais, ouais, bien sûr. voilà, Bien sûr. c'est pas qu'un Mais symptôme, c'est la cause. alors, mais justement, tu évoquais le fait que cet ouvrage peut avoir, comment dire, des ambitions peut-être transcourant. Là, on parle de la propriété. C'est vraiment une des notions qui sépare le camp de droite, entre guillemets, et le camp de gauche, la façon dont on appréhende la propriété. Lui démarre l'ouvrage en disant: la propriété n'a de sens
qu'en société. Oui, alors Alors attends, moi, juste avant de attends, moi démarrer genre, là-dessus, ouais, effectivement, oui, je vais revenir sur ce que tu dis parce que euh, il y a pas grand monde finalement quand même qui remettent en cause la notion de propriété. Les marxistes, par exemple, mais ça c'est très récent le marxisme, hein, bon, c'est ouais, le 19e siècle, hein, remettent en cause la propriété des moyens de production. C'est-à-dire le fait que une usine et toutes les machines-outils, par exemple, ou bien les tissus à métier, etc., appartiennent au patron et les employés ne sont qu'une force de travail. Ça, c'est une conception, oui, qui a 150 ans. Mais sur la notion de propriété de sa maison, de ses biens personnels, ouais. personne ne remet ça en cause. Ah non, Il y a attends, quelques excités communautaires, libertaires, voilà, d'extrême-gauche, attends, parce que des si années c'est à toi, 60, tu vois, du hippisme des années 60, j'allais dire. oui, mais Mais attends, ça a quand même laissé des traces. Là, le nombre de fois où tu vas entendre des gauchistes qui te disent si c'est à toi, c'est que tu l'as volé, ça, tu l'entends encore, et pour bon, je sais certains, pas c'est. quel tu dois fréquenter des milieux quand même particuliers, mais moi j'entends rarement ça. Et en tout cas, si on prend les gens, les vrais gens, Ouais, 99,9% oui, oui, bien sûr. des gens tiennent à leur petite propriété. Il ne s'agit pas d'être Bah, dans bien le sûr. culte de ce que Marx appelle le fétichisme de la marchandise. Il ne Mhm. s'agit pas de ça. Mais ici, il s'agit quand même de trouver normal d'avoir ses biens, euh, voilà, d'avoir ses meubles, son logement, ses livres, etc. Bon, ça, il n'y a pas grand monde qui remet ça en cause. Et les révolutionnaires de 89-93 non plus, puisque Robespierre lui-même reconnaissait tout à fait le droit de propriété. Il y a, Oui, bien sûr, ouais. il y a eu quelques excités dans l'histoire qui voulaient l'abolir complètement. Je ne l'ai pas cité dans la préface parce que ça faisait un petit peu... c'est des choses qu'il ne faut pas citer, et ça n'apportait pas grand-chose, mais à l'antenne, je vais me faire un plaisir de le dire, c'est Joseph Goebbels. Euh, Goebbels, au début de sa carrière politique, dans les années fin des années 20, fin des années 10, début des années 20, était partisan de l'abolition de la propriété. Hein. Joseph Goebbels, qui est docteur en philosophie, qui vient de l'extrême Ouais. gauche. D'accord, ouais, 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 parce que là, c'est le Voilà, collectivisme donc total, quoi. évidemment, il a fini par se rallier à l'hitlérisme et avec fanatisme, mais sur Mhm. la question, j'allais dire, personnelle de Hitler. Euh, Ah oui, voilà, parce que c'était d'accord. lui, c'était un homme qui suivait. Mais au niveau des idées, il n'avait pas ces idées-là à la base. Ah, bon, que personne ne remette en cause le fait que bon bah t'as fait pousser une tomate, c'est ta tomate, mais la propriété n'a de sens qu'en société. Voilà, donc ça commence comme ça, effectivement. Parce que pour qu'on puisse reconnaître sa propriété, il faut avoir la légitimité, soit la force physique de le défendre, hein, c'est l'état de nature qui est expliqué par Hobbes, un état hypothétique en fait, parce que Oui, l'état de nature, c'est-à-dire l'anarchie, ne dure que jusqu'à ce qu'un fort établisse une loi. Et ceux qui ne se ouais, plient ouais. pas à la loi sont mis à l'écart de la société ou réduits. Donc en réalité, ce sont des passages épisodiques très éphémères. Ouais, on n'est même pas à la société de chasseurs-cueilleurs là, parce que là déjà on a des clans, on a déjà Là, on a une organisation. Ouais. on a déjà une Là, on est organisation. vraiment une jungle, tu vois. Moi, je dis, le premier qui l'a vu, c'est à moi. Bon, bah, ça s'appelle une guerre civile. Hein. Donc Oui, oui, voilà. c'est pas un phénomène qui peut durer, ça n'a pas de sens. Donc de toute façon, pour la reconnaître, donc il faut soit la force, soit la légitimité, mais du coup, la légitimité de qui? De la société, c'est la société entière qui valide que effectivement on n'y touche pas. Alors, il y a des gens qu'on appelle des voleurs, le vol est un délit, dans certaines sociétés ça peut être un crime. Aux États-Unis, par exemple, la propriété privée, ça rigole pas. On peut même te tirer dessus si tu rentres dans une propriété privée, même sur un terrain. Ça Euh, c'est bien ça. je t'ai abattu sans sommation, mais t'étais chez moi, donc voilà, il y avait une vague pancarte propriété privée et c'est fini quoi. Qu'est-ce que tu fous chez moi quoi, quelque part. Donc je veux dire, ça, là, ça rigole pas avec ça. Et voilà, donc c'est la propriété n'est reconnue comme Mais telle c'est que l'État quand qui, elle. voilà, c'est l'État qui soutient toutes les règles qui la fondent. C'est pas l'individu lui-même qui dit c'est à moi. Alors quand quelqu'un prend trop d'importance, ben, ça s'appelle une révolution. On va dire voilà, lui, on trouve qu'il a trop ou telle classe. Par exemple, la bourgeoisie qui dit la noblesse et le clergé ont trop, on va les réduire, on va leur prendre leurs biens. C'est ce qui s'est passé hein, avec la nationalisation des biens de l'Église, etc. Ouais, alors la propriété est entre guillemets déterminée, ou garantie entre guillemets par l'État,
Mais le corollaire, c'est qu'elle est reconnue euh, comme telle par les autres. Les autres connaissent que ça, c'est à toi. Voilà, c'est Tu ça. vois? Globalement, ça se passe à peu près bien. Il peut y avoir des dégradations, mais tu gardes ta voiture dans la rue, globalement, tu la retrouves le lendemain, t'es pas cambriolé tous les jours, etc., quoi, voilà. Donc l'État garantit ton droit à la propriété. La propriété, c'est un droit. Voilà, c'est ça. C'est un des droits. Alors évidemment, c'est un droit virtuel, c'est-à-dire un droit en principe d'acquérir les choses. Oui, C'est-à-dire, on te garantit le droit qu'à partir du moment où tu as quelque chose, on va pas te le voler. Ou alors si on le fait, la personne sera traduite en justice. voilà. Ça ne te donne pas un droit à quelque chose. Ça te permet d'être à peu près sûr d'une garantie sur ce que tu as. Hein, c'est différent. Là, c'est pas ce qu'on appelle maintenant justement un vocabulaire gauchiste, le droit au logement, le droit, je ne sais quoi, à des tas de choses. Hein, le droit au transport gratuit pour les migrants, etc., etc. Ouais. Bah, alors si Philippe Landeux D'autant plus que, pardon, corrige. mais quand je cite Ouais. migrant, c'est à dessein. Le migrant, c'est encore pire puisqu'il ne fait pas partie de la société. Et Et oui. justement, le fait d'appeler un clandestin un migrant, ça permet de l'insérer subrepticement dans la société. Oui, là on Donner est un statut, clairement dans le mot de dévoyé lui là. donner un statut qu'il n'a pas. Voilà, c'est ça que Ouais, ouais. Ah non, mais l'utilisation des mots a très largement son importance. C'est pour ça que Philippe Landeux, dans l'ouvrage, redéfinit les notions clairement. Donc on parlait de la propriété comme droit garanti par l'État. Si on parle de droit, c'est le droit des citoyens. Tu parlais des migrants, pardon. Tu parlais des migrants qui sont censés, eux, ne pas être réellement des citoyens et qui pourtant obtiennent des droits sans en être. Donc du coup, Philippe Landeux, lui, revient sur cette notion de citoyenneté à travers justement le droit, les droits du citoyen oui. et surtout ses devoirs. Oui, alors d'ailleurs c'est quelque chose qui existait historiquement. On parle beaucoup de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Déjà, Ouais, on a rajouté, enfin aujourd'hui on a oublié plutôt ce qui était ajouté à l'époque du citoyen. Aujourd'hui on oui. parle de droits de l'homme, c'est un truc un peu évanescent comme ça, hein, c'est la caricature de Conque où tout le monde il est un Français. Oui, c'est planétaire, quoi. Voilà, De l'homme, de l'humain, quoi. alors qu'en réalité on parle d'un citoyen, hein, les droits du Ouais, citoyen. voilà, du Voilà. citoyen français. Alors évidemment, c'est discriminant, hein, parce qu'il y en a qui le sont, il y en a qui le sont pas. Encore une fois, dans la société, dans la dernière émission sur la démocratie athénienne, Ouais. il y avait moins de 10% de citoyens athéniens à Athènes. Hein. Oui, parce que la notion de citoyen, elle n'a pas eu toujours la même définition Voilà, bah, c'est-à-dire, suivant les qui est civilisations. Ouais. citoyen? Est-ce que c'est celui, par exemple, une espèce de suffrage censitaire, celui qui paye des impôts? Ouais, celui qui, Voilà, ou alors ça peut être celui qui a fondé la cité, tu vois, si on prend les pionniers, les sociétés notamment américaines avec les colons, moi je suis propriétaire terrien, donc je fonde la colonie. Ouais. Et par contre, les types qui arrivent derrière, ben, ils vont me servir de métayer et ils ferment leur gueule, quoi. Voilà. On pourrait aussi définir le citoyen comme quelqu'un qui a prouvé son engagement envers la cité, Mais que ce soit d'un engagement, par exemple, généralement, bien militaire sûr, ou... il y a toujours une méritocratie liée à la notion de citoyenneté, bien sûr. Ouais, voilà, parce que quand on parle pour le citoyen d'égalité en droit et en devoir, voilà, s'il y a une autre notion qui est dévoyée aujourd'hui, c'est justement l'égalité. On parle d'égalité, Ah, mais bien sûr, même de... bien sûr. Et d'ailleurs, si on parle, encore une fois, Philippe Landeux s'est lancé sur ce terrain parce que pour lui, Robespierre était ce qu'il appelle le champion de l'égalité. C'est-à-dire, alors, Ouais. après, on va redéfinir ce que c'est que l'égalité, ce qu'on entend par égalité. C'est pas l'égalitarisme. Non, voilà, Hein. c'est ça. C'est pas l'égalitarisme de gauche où tout se vaut. Hein, un homme égale un homme, égale une femme, égale un chien, égale ce que tu veux. Hein, on n'en est pas là, quoi. On parle vraiment de l'égalité au sens, oui, déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors, je dirais même qu'il a, dans son ouvrage, en tout cas, un aspect quasiment juridique, Ah, bien sûr, de bien sûr, bien définition sûr. quasiment juridique de la nature de la propriété, tu le disais. Alors là, il passe tout en revue. Hein. On Ah ouais, parle ouais, du sol. il y a rien qui est oublié, y compris les robots, les androïdes, etc., quoi. Donc, Non, mais c'est vrai que quand on se pose la question, par exemple, tu prends n'importe qui, le kidam dans la rue, tu lui poses la question de la propriété, la première chose qui te vient à l'esprit dans notre société moderne, c'est ta maison, en fait. bien sûr, Avant tout, quand tu dis je suis propriétaire, exactement, exactement, tu ne penses qu'à l'habitat. bien sûr. Or, là, dans l'ouvrage, Philippe Landau, quand même, nous rappelle que la propriété, ça touche évidemment le bâti, le sol, etc., tout ça, mais bien d'autres choses. Parce qu'on parle aussi des idées, des pensées. Alors, il y a, alors, évidemment, avec Internet,
on le ressent plus nécessairement, et puis il y a beaucoup de gens qui sont assez libéraux là-dessus, mais il y a une théorie, il y a une propriété intellectuelle, etc., bien sûr. Ouais, mais c'est vrai que ça, c'est des notions. Bon, après, c'est vrai qu'avec Internet, comme tu le disais, YouTube, etc., on est un peu plus sensibilisé à tout ce qui est droit à l'image, propriété, d'une Mais création là aussi, artistique. derrière, il y a un système forfaitaire dont on reparlera, et qui est lié à cette marche plus ou moins visible vers laquelle on tend. Alors ça, Voilà. ouais, ça justement, on va y venir parce que si on parle justement de propriété et qu'on est dans une société avec des individus qui interagissent entre eux, on parle aussi d'échanges. Et pour faire des échanges, on parle de monnaie. En tout cas, on parle d'argent. C'est ça, c'est ça. Donc, historiquement, donc on a de troc, euh, Oui. mais le troc fonctionne dans une société où on a une société de producteurs ou d'éleveurs. Donc, Oui. si chacun a quelque chose à échanger, bon, ou éventuellement des services, moi je rends paille les chaises, voilà, tu m'amènes ta chaise, et puis en échange, je te file mon bol, et voilà, tu vas réparer ma poterie qui est brisée, quoi. Ouais, voilà, mais alors Alors moi du je te coup, file un mouton, ou toi tu me files des poules en échange, ou de la laine et contre des œufs, ou des choses comme ça. Mais ça ne marche que si chacun est producteur. Dans une société un peu développée, où chacun a une petite fonction sur une chaîne qui est assez longue, il n'y a pas grand monde qui a un produit fini entre les mains. Il y a quasiment personne en réalité. Donc, mais du coup, excuse-moi, je te coupe, mais est-ce que on peut dire que la société du troc et la société du don et du contre-don, c'est synonyme? non, 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 c'est encore une autre chose. C'est encore autre chose parce que là, C'est on a encore autre chose. vraiment une idée d'étalonnage. Et justement, la monnaie est un peu intermédiaire avec ça, c'est-à-dire qu'on va dire, bon, de te filer des poules, c'est un peu chiant quand même. Euh, Ouais, donc on va commencer à se focaliser sur des objets qui sont plus faciles à échanger. Ça va être des grains, par exemple ouais, ouais. tant de grammes ou de centaines de grammes de grains de blé ou de farine ou n'importe quoi. Euh, c'est plus facile à échanger. Et puis où ça va être du métal, du fer, de l'or, de l'argent. Et au bout d'un moment, euh, on va créer les billets de banque, quoi. Pour, pour simplifier à l'extrême les échanges, jusqu'à aujourd'hui, où les échanges sont quasiment pour la plupart des transactions. Je n'ai pas de chiffre en tête, mais c'est plus de 95% des transactions qui sont virtuelles. Elles sont faites avec directement de compte bancaire à compte bancaire. Euh, la matérialité derrière n'existe pas. C'est la même chose que les banques qui sont censées, par exemple, ou qui étaient censées avoir une certaine quantité d'or, par exemple, euh, en réserve par rapport à la monnaie ou qu'elles émettaient. Aujourd'hui, elles n'ont plus. Elles ont peut-être le millième de ce qu'il faudrait, ou le millionième. C'est-à-dire que si, c'est pour ça que les sociétés capitalistes aujourd'hui craignent le bank run, par exemple, parce que si le dernier qui retire son argent, je veux dire, c'est même pas le dernier, c'est tu vois, au bout de 10%, il y a déjà plus rien, quoi. Ah non, mais Donc il faut éviter ça n'a ça, voilà. Donc en ça n'a réalité, de valeur que parce qu'on lui dit que ça en a, quoi. voilà. C'est presque un vœu pieux, Voilà. quoi. Donc il y a une dématérialisation de l'argent aujourd'hui, Ah bah oui, là, euh, clairement. Ouais. Là, mais malgré tout, c'est quand même lui qui domine. Euh, oui, bah hein, oui, oui, mais oui, c'est le seul système d'échange voilà. qu'on a actuellement. Non, mais je disais je parlais pardon de la société de dons et contre-dons parce que tu sais, c'est souvent quelque chose qui nous est sorti comme ça quand on parle de société sans argent. On idéalise un petit peu la société de dons et de C'est ça, contre-dons, c'est ça, une c'est ça. société de gens avec les mêmes valeurs morales C'est ça. qui, bah, je te donne ça, bah, je te donne ça, patati patata. Et moi qui m'intéresse à certaines périodes historiques, notamment où, la période gauloise, Mhm. pour la métropole en tout cas, qui était quand même une civilisation qui n'a pas eu la monnaie tout de suite et qui ne l'a pas acceptée tout de suite, qui était une société du don et du contre-don. Il faudrait pas trop idéaliser ce système-là, parce que quand on a eu un don, on a une dette aussi. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, c'est quelque chose la logique du système de Philippe II qui est basé justement sur la réfutation de l'étalonnage. Oui. Donc on n'a pas d'échelle de mesure, ce qui s'appelle la monnaie, Mhm. et on n'a pas non plus justement ce système de dette, puisque en fait tout sera forfaitaire. Hein, en gros, c'est pas un coup. Évidemment que au quotidien, les gens vont s'arranger. Aujourd'hui, c'est moi qui paye l'apéro, la semaine prochaine, ce sera toi.
Alors, Ça, ce- bon, ce- ça c'est un truc, ça marche entre amis, et encore, oui. peut-être qu'aujourd'hui on sait que toi t'as des difficultés, donc je vais payer pour toi cette fois-ci, et puis tu rembourseras quand tu pourras, le prochain coup tu payeras ton coup, mais là on parle d'une société, on parle pas, tu vois, à une petite échelle d'individus, là on parle à l'échelle d'un pays de plusieurs dizaines de millions de citoyens, hein. Donc ce qui peut marcher à une échelle d'un village, euh, Ouais, voilà. ou d'une tribu ou d'un clan quelque part dans le monde, c'est bien gentil, mais ça n'a rien à voir avec la société actuelle et euh, donc il faut être sérieux quoi de ce point de vue-là. Ouais, ouais, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a eu des expériences, même si tu veux, de petites zones géographiques qui essayaient de créer sa propre monnaie, voilà, en petites zones géographiques, avec une solidarité assez forte, effectivement, la monnaie fonctionne. Si tu veux, leur principe, leur nouveau principe d'échange fonctionne. Mais à une échelle planétaire, est-ce qu'on peut, avec ce système-là, Alors, établir les mêmes pour- valeurs, le il y a, même... il y a des tas à l'échelle d'un village ou d'un canton ou des fois d'un département ou d'une région, il y a des monnaies locales qui servent à soutenir justement la production locale. Ouais, Une ancienne bras droit de Serge Ayoub à Troisième Voie, qui était fleuriste dans un petit village des Vosges, d'accord. à Bruyères, avait créé dans les années 90 la monnaie bruyéroise. Oui, voilà, Que- ce genre d'expérience, ouais. Et donc, évidemment, que les commerçants de Bruyères acceptaient cette monnaie. Par exemple, quand tu organises une tombola dans le village, le prix, ce sera X monnaie bruyéroise, etc., pour être sûr que l'argent ne va pas partir dans la grande ville d'à côté, mais va rester à Bruyères. Bon, c'est sympathique, c'est rigolo, mais c'est pas un objectif économique, je veux dire. Certes, mais à l'échelle locale, ça fonctionne. Ça permet d'établir une valeur d'échange Voilà, d'un bien, donc du coup un... on essaye en fait à l'échelle locale de compenser les désagréments. Généralement, c'est les petits villages qui font ça, les grandes villes n'ont pas besoin, hein, bon. Non, non, Mais en bien fait, sûr. de compenser les déséquilibres qu'il y a entre la production et les ventes, et donc entre l'import-export, le déséquilibre qu'il peut y avoir, et puis une certaine fierté aussi d'être dans ce village. Voilà, on est une histoire, on est soudé autour de sa monnaie, comme tu parlais des Gaulois à l'époque, c'était quand il y avait des monnaies dans les trucs gaulois, c'était les druides qui en étaient à l'origine. Donc c'était la caste sacerdotale qui maîtrisait la monnaie. C'était pas, tu vois, c'était pas laissé au simple mortel, j'allais dire, hein. C'était Oui, 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 oui. Bon, en plus, c'est une introduction faite par les Romains, les Étrusques donc et il y a quelque compagnie, chose donc... de symbolique très fort dans la monnaie. ouais, C'était ouais. pas effectivement, c'était pas des billets de banque, c'était de l'or ou c'était des métaux précieux. Exactement, ouais. Là, pour le coup, c'était adossé à une valeur, entre guillemets, adossé à un étalon, en tout cas. Voilà, voilà. Et puis ça avait une valeur intrinsèque surtout. Là, maintenant, aujourd'hui, on est donc dans la monnaie dématérialisée. On va pas évidemment vous parler du sans contact. C'est pas le, Ouais, ouais. c'est pas le sujet. Non, par contre, tu as introduit une notion tout à l'heure qui était la logique forfaitaire. Oui, alors, Alors ça, on en avait ouais. parlé un petit peu en off. Est-ce que tu peux donner un exemple pour que ceux qui nous écoutent comprennent bien de quoi on parle sur cette logique forfaitaire? Oui, alors par exemple, quand vous avez votre abonnement téléphonique aujourd'hui, c'est très rare d'avoir des gens qui ont encore 2 heures par mois. Généralement, c'est illimité. Et donc, à partir du moment où Oui. tu as illimité, en France, par exemple, et c'est pas, tu peux pas appeler dans le monde entier, mais tu as peut-être t'as forcément des forfaits internationaux qui existent. Mais si on parle à l'échelle française, métropolitaine, tu vas payer, je sais pas, 20 euros pour appeler autant que tu veux. Alors que tu appelles 3 heures ou que tu appelles 100 heures, ou 300 heures, tu vas payer pareil. Voilà, ce sera 20 euros. Et Ouais, voilà, alors c'est ça, c'est un quelque chose, ticket d'accès à c'est ça. l'utilisation d'un accès C'est téléphonique, en quelque chose fait. de C'est très juste nouveau, un... mais ça marche pour tout. Ça marche pour Internet maintenant, ça marche pour les transports en commun, ça marche même des fois pour des restaurants. Tu as des buffets à volonté, tu rentres, tu prends ce que tu veux. Voilà, si tu prends 50 grammes ou 5 kilos de viande, c'est pareil, quoi. Il y a des forfaits comme ça que tu vas payer globalement et pas au détail. Et c'est de plus en c'est- plus le cas. Et c'est le cas aussi dans les voyages. Par exemple, les voyages, vont être pris en charge le déplacement global, toutes tes consommations à bord d'une croisière, par exemple, Oui. les visites guidées, tout sera pris en charge. On va te dire ça fait 3 000 euros et ça fait 3 000 euros et tu vas pas payer un centime de plus.
Voilà. Et encore là, on parle du consommateur final, du particulier, mais c'est vrai que tu parlais par exemple de forfait téléphonique, ça, machin, c'est la logique de l'abonnement. Et la logique de l'abonnement, elle existe même, par exemple, pour les exploitants agricoles, qui vont avoir un abonnement pour les semis, etc., auprès de la firme qui produit les graines, Mais c'est pareil pour etc. l'entreprise, effectivement, effectivement. Et Et c'est voilà. pareil aux Et entreprises. c'est même pareil, on parlait tout à l'heure de propriété intellectuelle ou artistique, c'est la même chose. Aujourd'hui, tu as des cartes, par exemple, pour acheter 5 euros sur, je sais pas, sur Deezer, par exemple, sur les différentes plateformes qui hébergent de la musique. Bon. Mais Ou les alors, plateformes de films, tu vas dire, bah, je vais prendre 15 euros de film. Ah, bon. ouais. Et en fait, tout ça n'a aucun sens. On est d'accord. Mais alors, à quoi ça nous mène ça? Alors, donc, Qu'est-ce que tu veux nous dire? Est-ce que ça veut dire que bon voilà, maintenant je vais, admettons, demain je change d'employeur et l'employeur me dit, monsieur, vous serez payé, et là je m'attends à être payé, je sais pas, 1500, 2000 euros, et il me dit, vous serez payé avec un abonnement téléphonique, un accès illimité à la non, c'est musique, pas ça que ça veut dire, mais ça veut dire que tu as un salaire voilà. qui est le SMIC. Et en réalité, le SMIC devient, surtout s'il augmente, tend à devenir, évidemment, le salaire minimum, mais le salaire maximum. C'est-à-dire qu'on considère que tu vas avoir ton SMIC. Et bientôt, tu n'auras même pas besoin de travailler pour l'avoir, on va appeler ça revenu universel, et, Oui, voilà. et tu auras ton revenu universel et tu ne feras pas chier. Et Oui, voilà, tu te tais. Tu as accès au confort matériel que bon, t'offre la donc société. évidemment, le problème c'est que tu as l'impression d'avoir tout, mais en fait t'as rien, parce que dès que c'est chiffré, t'es extrêmement limité. C'est une espèce de communisme, c'est-à-dire que tu as tes 3 tickets restaurant et ton ticket pute pour le moins, quoi, et c'est tout. Et Si on veut jouer un petit peu pas les complotistes, mais se dire que peut-être même ce SMIC, cette valeur de SMIC est indexée sur la valeur qu'on accorde à l'accession de tous les besoins mais modernes, quoi. Tu évidemment, vois, ce que je tu veux dire? peux, avec ça, tu ne peux faire aucun loisir supplémentaire. C'est la raison pour laquelle les gens, certains les plus modestes, sont toujours en train de mettre de côté le moindre bon d'achat de 2 centimes pour le cumuler, parce qu'à la fin du mois, ils vont avoir un pack gratuit, quoi. Je sais pas, Oui, je veux dire, on en arrive donc là. aucune épargne est possible. Donc la perte de ce SMIC, ça signifie immédiatement la banqueroute. Et donc bah, c'est l'aliénation salariale en fait. C'est une notion très gauchiste, j'ai envie de dire, en fait, très de gauche, que j'ai envie de dire. Bah, c'est une notion, c'est-à-dire, c'est la réalité, quoi, hein, au bout d'un moment. C'est une notion très concrète, c'est-à-dire, soit t'as un héritage, soit t'en as pas. Même aujourd'hui, l'héritage, l'État tend à tout prendre, hein, puisque la transmission est, aussi bien la transmission génétique est mal vue, la généalogie est de plus en plus mal vue, euh, et y compris la transmission de patrimoine ou de richesse. Alors qu'on peut se dire, ça fait partie, 60%, hein, juste pour rappel pour nos c'est au-delà auditeurs, c'est de, au-delà de la 60%. moitié, et puis même après ça dépend des cas, j'imagine qu'il y a, Ouais. mais c'est scandaleux. Alors après on va dire oui, mais vous n'avez rien fait pour avoir ça. Il y a une logique si je pense à la saga d'Harry Potter que beaucoup de gens connaissent, Ouais. c'est la logique des gobelins. Les gobelins qui par bien des aspects rappellent les nains de Tolkien, euh, considèrent, parce que ce sont eux qui, c'est un peu le pendant des nains, et ce sont eux qui forgent, par exemple, les épées, les choses comme ça, qui sont très chères et qui sont uniques. C'est vraiment de l'artisanat de luxe. Ils Ouais. considèrent qu'une fois que quelqu'un leur a acheté l'épée, cette personne n'en est propriétaire que de son vivant, et une fois qu'il est mort, il ne peut pas le transmettre, ça doit revenir au gobelin. Soit à celui qui l'a fabriqué, soit au gobelin en général. Mais Donc c'est une location. c'est une sorte de location à vie, ouais. Ouais. Et donc en fait, on va faire des choses comme ça, où l'État prend tout à notre mort, quoi. Et donc il y aura Donc ce qui plus nous cette conduit. notion de legs familial, etc., qui a fait pour beaucoup de gens l'effort de se lever. C'est-à-dire que il y a énormément de gens dans les générations passées, et on est issu de ces générations-là, en tout cas pour ma part, des gens qui n'avaient rien, mais qui se sont élevés au fil des générations, même si ça prend beaucoup de temps, parce qu'ils survivaient avec cette simple idée, je pourrais transmettre ça à mes enfants. Bah oui, Déjà, voilà, ça c'est un nécessite de, moteur normalement pour les gens de se lever le matin, déjà, en ça se disant nécessite de bon, faire des enfants, et ça nécessite effectivement, ça crée l'espoir à long terme, sinon le sien, du moins celui de sa descendance. Donc c'est quelque chose ouais. de moteur. Aujourd'hui, il n'y a plus ce moteur.
faire des enfants étant la satisfaction d'un besoin humain essentiel qui est la transmission de ces gènes. Enfin, c'est la nature même, je veux dire, de l'individu. Donc c'est Oui, oui, alors la transmission de tout, hein, même de ses idées, de son patrimoine, voilà. cet état C'est de fait là. l'immortalité quelque part, hein. Oui, oui, non, mais voilà, oui, oui, c'est se pérenniser dans le temps à travers sa descendance. Mais du coup, on arrive à ça. Est-ce que c'est donc cette logique forfaitaire? Est-ce que c'est intrinsèque à la logique forfaitaire ou est-ce que c'est intrinsèque à la notion d'argent? Alors attends, en fait, pourquoi est-ce que j'ai parlé de forfait à la base? Oui, Je vais refaire un retour en arrière pour remettre les wagons. On a parlé de citoyenneté. Enfin, non, on n'a pas vraiment. On a parlé de citoyen, mais pas de citoyenneté, justement. Or, qu'est-ce qu'un citoyen? C'est ça qui est important à comprendre dans la démarche intellectuelle. Qu'est-ce qu'un citoyen? Déjà, c'est quelqu'un qui est reconnu citoyen par la cité. C'est pas une autoproclamation, je suis citoyen. Non, c'est on me reconnaît comme citoyen, globalement. Évidemment, globalement, s'il y a un connard qui dit je t'emmerde, bon d'accord, mais globalement, l'organisation étatique ou sociale reconnaît la citoyenneté aux individus. Pour ça, euh, généralement, et ce que la base sur laquelle part Philippe Landeux, encore une fois, qui est celle de l'égalité, est de dire que celui qui participe à la vie de la cité est citoyen. Par exemple, celui qui a un emploi, ou celui qui a eu un emploi et qui n'est plus en état de l'exercer, par exemple un retraité ou une personne handicapée, euh, sont des citoyens. Bon. Les enfants ne sont pas citoyens, ils le seront à la majorité, pas forcément automatiquement. En fait, la grosse différence qu'institue Philippe Landeux, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui dans la plupart des sociétés occidentales, c'est de distinguer nationalité et citoyenneté. Aujourd'hui, les deux sont liés. oui, Mais en c'est clair. réalité, lui ne fait pas l'association systématique. La D'accord. nationalité, c'est une chose, ça concerne vraiment les nationaux. Dans ce contexte-là, un immigré peut être citoyen. C'est-à-dire qu'une Oui, oui, bah société oui, clairement. Oui, oui. telle Ça te donne que accès immédiatement le à tous les mêmes civisme droits. Enfin, l'entend, euh, peut accueillir évidemment des immigrés. Ces immigrés, on va pas leur donner à manger. Ils vont devoir se débrouiller, donc ils vont devoir être citoyens. Ça ne veut pas dire qu'ils auront des droits politiques, ça ne veut pas dire qu'ils auront le droit ensuite de voter pour les partis immigrationnistes, par exemple. Ils pourront pas. Mais ils pourront quand même faire leurs affaires, vivre s'ils en ont les moyens, tout simplement. Et à condition, évidemment, de respecter les lois. C'est la citoyenneté, c'est donnant-donnant. Voilà. Donc ça, c'est une distinction fondamentale. Mais donc au-delà, la société donc va reconnaître la citoyenneté à un individu parce que il profite, il fait profiter de son expertise, de sa main-d'œuvre, etc., à la société, et en retour, ça lui donne le droit à quoi? Ça lui donne le droit de profiter des bienfaits de la cité. Parce que aujourd'hui, c'est là qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous confère les droits? Les droits de payer un loyer, les droits donc d'avoir un logement, ou de l'acheter, ou d'en être locataire, et d'acheter à manger. Eh ben, il nous faut de l'argent. Cet argent, il vient d'où? Il peut venir d'un salaire, il peut venir d'un vol, il peut venir d'un chantage, d'une extorsion, il peut venir de la fausse monnaie, il peut venir de tas de... L'argent n'a pas d'odeur. oui, Bon. oui, bien sûr. Il peut venir de l'étranger. Je suis pas certain que les mosquées qui soient construites en France le soient avec de l'argent public. Bon. Il Difficile y à a dire. énormément d'argent qui vient de certains pays du Golfe, par exemple, ou du Maghreb, Tout à fait, ou de oui. la Turquie. La Tout à fait. Turquie, on la mentionne pas assez souvent, mais avec le Maghreb et les pays du Golfe, je crois même qu'elle les dépasse en termes Bah, de de pays proportion musulmans modérés, hein, tout de ce qu'elle simplement. a, parce qu'elle est moins riche que les pays comme le Qatar ou l'Arabie Saoudite, mais elle dépense beaucoup plus en pourcentage pour l'islamisation de la France, hein, par exemple. Bon, Oui, oui. je fais une parenthèse là-dessus. Donc tout ça pour dire que l'argent n'ayant pas d'odeur, c'est l'argent qui va conférer les droits. Mais l'argent
personne n'a autant d'argent qu'un autre à un instant T. On n'est pas égaux là-dessus. On n'est pas égaux. Et Oui, certes. voilà. Donc, si on veut, en tant que citoyen, être égaux, soit il faut donner le même argent à tout le monde, mais ce qui n'a pas de sens, encore une fois, ou alors ce serait un nivellement par le bas, ou alors on déclare simplement ce principe très simple, le citoyen profite des bienfaits de la cité. Voilà. Ça veut dire que concrètement, il peut avoir ce qu'il veut. Voilà, il va dans un Ouais, magasin, il va n'importe où, et il peut emporter ce qu'il veut. Voilà. Et donc on ouais. supprime la notion d'échelle, de mesure entre les choses, voilà, et tout ce qui est associé à cette notion. Mais est-ce que c'est souhaitable? Et bah c'est, en fait, ça sera l'objet de notre discussion, je pense, d'essayer de convaincre justement de cet aboutissement, non pas ultime de l'humanité, ou en tout cas de nos pays modernes, mais en fait un prérequis pour pouvoir aller plus. Hein. Euh, c'est la pyramide des besoins. Hein. Déjà, il faut se loger, se nourrir, se vêtir, et puis seulement après, on peut parler de démocratie, par exemple, de politique. Seulement après, on peut parler d'art. Seulement après, on peut parler d'idées. Mais la plupart des gens qui ont déjà du mal à, selon l'expression, à boucler la fin de mois, ne peuvent pas s'intéresser à toutes ces choses et donc élever la société à ce niveau-là. C'est pas possible. Donc, ce qui serait souhaitable pour Philippe Landeux, En tant la qu'égalité disparition, sociale. Ouais. ce serait la disparition de C'est l'argent. ça, c'est ça. Mais d'accord, mais bon, alors, moi qui m'estime quand même être quelqu'un, certes pour une certaine justice sociale, mais aussi pour la liberté des initiatives de chacun, l'un des propres de l'homme aussi, sa volonté, c'est aussi d'améliorer ses conditions matérielles. Or, pour améliorer ses conditions matérielles et obtenir, je sais pas, du confort, il faut que ce confort puisse être évalué. Du coup, on fait comment? Mais justement, le but, c'est justement le but, c'est d'arriver. En fait, on inverse les termes, mais l'objectif, le principe est de ne plus attribuer de mesures. Parce que justement, le but, c'est de dire qu'ils n'ont plus de sens. Ils n'ont pas de sens dans une société où la chaîne de production est complètement morcelée. On le voit avec Mhm. les prix cassés, les promotions, les soldes sans cesse, les 2 pour le prix d'un, 3 pour le prix de 2, 50%, ceci, cela. Euh, Même la vente à perte, parfois. Oui. Euh, Mhm. Des stockages, quoi. le prix n'a aucun sens. Toi, tu peux acheter un truc, l'autre va acheter tant. Par exemple, si je prends un ticket de métro, je sais pas, moi, avec 50 euros, tu peux prendre le métro autant de fois que tu veux, mais tu vas payer le déplacement 2 euros. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tout ça n'a aucun sens. C'est vraiment arbitraire et euh, le seul but est en fait de s'enrichir pour certains au détriment des autres, mais c'est pas ça qui va élever l'ensemble de la cité, hein, c'est pas possible. Donc le principe est vraiment de sortir du mode d'échange. Philippe Landeux a un terme alors qu'il a déjà utilisé dans ses ouvrages précédents, c'est l'argent avec un grand L tout attaché. Ce qu'il appelle l'argent, donc c'est la croyance que la notion de valeur marchande est nécessaire pour échanger. C'est ça qu'il attaque. Et quand il attaque les autres systèmes gauchistes ou marxistes vis-à-vis de sa théorie, c'est dans cette optique-là. Parce qu'ils n'ont pas attaqué pour lui la racine du mal, qui est cette notion arbitraire d'échange, de mesure entre les choses. Et c'est ça qu'il faut réussir à supprimer. Dans la tête, c'est ça le principal verrou mental Mais quelle est qu'il faut l'alternative? faire sauter. Et bien l'alternative, c'est que tu es obligé, effectivement, d'avoir un étalonnage, et si tu as un étalonnage, et ben tu reviens toujours à l'argent. Et donc à chaque fois que tu vas Bah oui. vouloir faire une réforme, quelle qu'elle soit, et ben tu vas essayer de jouer sur la fiscalité, tu vas essayer de se dire alors telle chose vaut tant,
Tu vas essayer de jouer sur le SMIC, mais le SMIC, c'est facile de dire le SMIC, mais à condition, qui c'est qui va payer? C'est les entreprises qui vont devoir payer. Ou alors c'est l'État avec ses millions de fonctionnaires, mais c'est pas possible. Par exemple, là, on le voit avec les Gilets jaunes. À la base, on a un mouvement qui demande moins de taxes, et après, ils sont en train d'exiger le droit au logement, le droit à ceci, à cela. Mais comment ça sera payé sinon par des taxes? C'est complètement... Certains te diront que c'est pas forcément les mêmes gilets Oui, mais non, jaunes. mais Mais si, en réalité, si, c'est les mêmes. C'est les mêmes parce qu'ils ont tous un ras-le-bol fiscal, mais ils ont tous en même temps envie de payer moins cher parce qu'ils n'imaginent pas, et c'est pas les dirigeants qui vont le faire, hein, sinon ce serait pas un projet révolutionnaire, entendons-nous bien, ils n'imaginent pas sortir de cette prison mentale qu'est, encore une fois, l'argent, c'est-à-dire qu'est la croyance que la notion de valeur marchande soit nécessaire pour échanger. non mais d'accord, mais alors du coup, comment on fait? Parce que ce soit une société de grand ensemble avec des productions Ah, mais ça industrielles, ne comme peut tu disais, si marcher, tu ça veux. ne peut marcher que justement dans un pays où on a évidemment les infrastructures et les entreprises. Ce n'est pas, si tu veux, dans un système comme ça, il faut revenir à la base. Qu'est-ce qu'un citoyen? Encore une fois, le citoyen participe à la vie de la cité. Ça peut être un soldat, ça peut être, etc. Mais globalement, c'est quelqu'un, c'est un travailleur. On va l'appeler un travailleur. Ce Mhm, travailleur, il fait partie d'une entreprise. tout à fait. Il y a des entreprises dans un système comme ça. Alors je vais pas revenir, Philippe Landeux a écrit un livre de 600 pages qui s'appelle Tout sur le civisme, la révolution du XXIe siècle, où il explique comment ça marche. Là, le but ici, c'est pas évidemment de résumer en une demi-heure 600 pages de principes compliqués dont chacun va nécessiter une réflexion personnelle de plusieurs heures. Euh, Ouais. le but, c'est d'exposer les principes et ensuite de laisser les gens y réfléchir. Mais le paradigme, c'est vraiment de ne pas être prisonnier de cet échange et donc de cet étalonnage arbitraire et inefficace qui conduit tout le monde à prendre des mesures soit possibles mais inefficaces, soit impossibles, et bon évidemment tout aussi inefficaces dans la mesure où elles sont impossibles, c'est-à-dire démagogiques ou trompeuses, ou alors complètement stupides, du titre eh ben, je vais nationaliser toutes les entreprises, et je vais gérer les entreprises comme je gère déjà l'État, c'est-à-dire de la merde. Et on Alors pour aura, résumer, si j'ai c'est-à-dire ouais. qu'on court à la faillite générale. Hein. Bon. Non, mais alors, pour résumer, si j'ai bien compris, c'est pas tant l'argent, c'est c'est peut-être plus l'étalonnage que l'on fait sur les choses pour pouvoir les échanger qui est la racine du mal, pour C'est Philippe Landeux. vraiment cette notion de détail. Ceci vaut D'accord. cela, ceci vaut cela, moi j'ai travaillé donc j'ai tant, et donc à partir de ce temps je vais pouvoir m'acheter tant, on s'en fout. On s'en fout. D'accord, mais La question, j'ai du mal. je récapitule le Vas-y. principe, c'est vraiment la citoyenneté. Je suis citoyen. C'est la- Donc, D'accord, donc je suis je suis citoyen, reconnu comme donc. citoyen. Attention, la Ouais. citoyenneté n'est pas acquise. Elle doit j'allais dire, se prouver tous les jours. Tous les jours. Tant que tu respectes la loi, tant que tu es en âge ou en position de travailler et que tu le fais effectivement, etc., Ouais. etc., c'est pas facile. C'est pas facile, Mhm. mais en réalité, ce serait tellement plus facile qu'aujourd'hui, malgré tout, avec tous les problèmes, justement, qui sont engendrés uniquement par l'argent. Je comprends bien si tu veux, la logique en disant que voilà, c'est le fait d'établir une valeur aux choses qui est la racine du mal, qui fait qu'on arrive à des systèmes forfaitaires, comme on a évoqué tout à l'heure, etc. Pour autant, une Bah, fois ça, qu'on c'est se le dit, système forfaitaire, une tentative de rééquilibrage par rapport à ouais, l'absurdité du détail, justement. Parce qu'en réalité, dans une société qu'on pourrait appeler de l'ancien temps, où le mode de production est artisanal, la monnaie mhm, est normale, elle n'est pas anachronique. Mais oui, elle le devient dans un système de production industrielle, comme aujourd'hui. C'est pour ça que les révolutionnaires d'antan ne pouvaient pas imaginer ce système-là, parce qu'il nécessite la technologie et pour vérifier à tout instant qu'un tel est citoyen, et pour avoir un système de fabrication euh, en série, j'allais dire. d'accord, Voilà. mais alors je voudrais bien comprendre la société souhaitée ou le modèle de société proposé, c'est une société qui revient au détail ou c'est une société qui a toujours Qui, ses qui, systèmes de production qui industriels, étend le mais qui ne... forfait à tout.
La On peut société voir ça idéale, comme ça. c'est la société qui étend le forfait à tout. On peut dire ça comme ça, ouais. Puisque évidemment, dans les limites des stocks disponibles, encore une fois. Après, si on se penche sur... Oui, mais on en ouais. revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que monsieur, vous êtes payé ce mois-ci 2 pantalons, 3 forfaits téléphone, tu vois ce que je veux dire? Ton travail sera quand même Non, évalué non, mais il en... n'y a aucune limite. Évidemment, tu n'as pas besoin de deux forfaits téléphoniques qui font la même chose, ça n'a aucun Ah sens. d'accord, voilà, d'accord. Mais Oui, mais mon pantalon est d'accord, déchiré, je vais dans un magasin, j'en prends un, où est le problème? d'accord, donc je suis citoyen, j'ai accédé à la citoyenneté, je prouve et mon engagement envers la cité tous les jours, je suis vraiment un bon citoyen, et donc qu'est-ce qui m'empêche de prendre tout le stock de pantalons, quoi? Tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même des principes. Alors, oui, il y a des principes, évidemment, mais là, je ne sais pas si tu as déjà fait une croisière en all-inclusive, justement. Ça m'est arrivé de faire un voyage en all inclusive, oui, ça m'est arrivé. Bon, tu as des jeunes qui vont claquer leur première paye. Ouais, Admettons, la croisière va durer 20 jours. ouais, Les 3 premiers jours, euh, à eux trois, ils ont vidé le tonodrome. Ensuite, les 10 jours suivants, ils sont malades, ils restent au lit. Et ben, les quelques jours qui restent, ils sont raisonnables. Et puis c'est tout. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, tu vas amasser des pantalons, là ça me fait penser à la fameuse blague de Jacques Attali Christian, qu'on ne répétera pas ici, mais avec le pauvre Christian, voilà, mais euh, ça n'a de sens que parce que tu vas le revendre, le stock. d'accord. Mais si tu ne peux rien en faire, puisque tu vas le revendre à qui, puisque n'importe qui peut aller en chercher un dans le magasin. Et puis après, si, il faut faire des lois pour dire que, attention, il y a un connard qui est en train de vider le stock, on va aller voir ce qui se passe de son côté, et s'il continue, on va lui faire sauter sa citoyenneté. Euh, je veux dire, s'il faut faire une loi, on fera une loi, tu vois, c'est pas un problème, ça. Il faut pas, les gens sont pas débiles. Ce sera à eux de faire la loi. Nous, là, on s'occupe des Donc, principes. ce qui pourrait limiter les besoins gargantuesques d'un citoyen, c'est justement la crainte, enfin le risque de perdre sa citoyenneté. Oui, et en réalité, c'est beaucoup plus difficile de perdre sa citoyenneté dans un tel contexte que de perdre son travail aujourd'hui, hein. Oui, Parce qu'aujourd'hui, justement, les entreprises peuvent faire faillite, la concurrence est rude, le moindre problème de la vie, comme on dit, je pense notamment à la santé, peut être très très grave, ou même certains trucs moins graves, par exemple des problèmes mhm, d'assurance. Ah bah c'est sûr qu'il y aura plus d'assureurs, hein. Mais par exemple, on t'a volé ta voiture, on te l'a brûlée, tu peux plus aller travailler. Comment tu fais? On t'a cambriolé ton appartement, on veut plus te, ou alors t'as été encore flashé sur l'autoroute et on t'a confisqué ta voiture. Enfin, je veux dire, tu peux plus travailler dans un système comme ça. C'est extrêmement pénible. Alors que, évidemment, sans parler de rouler à 200 à l'heure dans des petits villages, mais encore une fois, le, tout ça va s'équilibrer assez facilement. Et le principal problème qui pèse sur les gens, qui est l'argent, euh, n'existera plus. Et en réalité, ça même en termes de matières premières et de ressources, même si tout est potentiellement illimité, ça va s'équilibrer et ça sera même plus écologique. Par exemple, quelqu'un qui va vouloir acheter dans le but de vider un stock, justement, euh, le particulier aujourd'hui ne le fait pas, mais les grandes banques le font. Hein, le pillage des matières premières, des denrées alimentaires et des métaux mhm. précieux. Tous ces marchés-là sont des marchés truqués. Mais ils sont pas truqués par ils sont pas truqués par Rastapopoulos, ils sont truqués par des grandes banques. Les grandes banques américaines, par exemple, Par la les, spéculation financière. Ouais. les premières à spéculer sur ces matières premières, sur ces matières en fait qui sont communes, d'où on revient à la propriété. Oui. Hein, ça appartient à l'État ou à la société en général et pas le droit n'en est pas arrogé à quelques particuliers, à quelques banquiers privés ou publics même, admettons même la Banque de France quoi. Bon, c'est tout un système, c'est vraiment un paradigme complètement différent et toute cette surproduction, je veux dire aujourd'hui le gâchis qu'il y a, ou alors les gâchis soit parce que les gens veulent spéculer, soit simplement par peur de manquer, soit parce que on est en flux tendu, etc. Il y a un gâchis immense.
Je pense à la chaîne alimentaire, par exemple, euh, où on jette, même on met même de l'acide maintenant sur les denrées alimentaires qu'on a mis à la poubelle pour pas que certains les récupèrent. Je veux dire, on en arrive là, quoi. On appelle ça une société. Euh, tous ces problèmes de gaspillage et d'écologie, en fait, le caractère illimité potentiel de l'achat, finalement, va rendre ça caduque. Et même en termes de qualité, il y aura de la meilleure qualité. On reprendra l'électroménager, par exemple, d'il y a 40 ans, qui était fait pour durer un siècle. Et on n'achètera pas une cafetière tous les 2 ans parce qu'elle tombe en panne tous les 2 ans. C'est-à-dire après la garantie ou n'importe quoi. Tu vois, l'obsolescence programmée, etc. Tous ces trucs-là n'auront plus lieu d'être dans un système comme ça. J'entends bien, mais euh, pour bien comprendre, et peut-être aussi pour apporter une petite critique, mais le fait d'être citoyen, toi et moi, on est citoyens, qu'est-ce qui distingue ce système d'un système collectiviste communiste? C'est-à-dire que toi et moi, à partir du moment où on est citoyen, on a la même capacité, entre guillemets, d'accumulation. C'est la gestion de la pénurie. Les systèmes collectivistes organisent la pénurie. Alors, Encore une fois, tu as tes 3 tickets resto et ton ticket pute. C'est pas le cas de ce système-là, puisque tu n'as pas de limite. La seule limite que tu as, c'est ce que tu peux manger effectivement, le nombre de pantalons que tu peux porter à un instant T, ou dans ta vie, quoi. Je veux dire, tu vois, c'est pas, c'est quelque chose de très concret, ça. ouais, mais C'est moi, pas. là, tu vois, c'est là où je tique un peu, si tu veux, c'est que euh, ce genre de propositions de société qui ont l'air de très très bien fonctionner sur tableau noir, on va dire, tu sais, l'expression c'est ça fonctionne très bien sur tableau noir, mais après dans la réalité, souvent ça ne prend pas forcément en compte la nature de l'homme, quoi, la nature humaine. Et Mais peut-être que c'est un de là. ces principes Ouais. de l'humain, c'est aussi de vouloir se différencier, de vouloir, entre guillemets, concourir, presque. Mais justement, alors, à partir du moment où tout le monde peut à peu près se loger Oui, et manger, on parle de gens qui travaillent, là, on parle pas de jeunes oisifs, hein, oui, malgré j'entends tout, bien, hein. ouais, ouais. Là, on parle pas d'assister On au parle du RSA, ça n'existe citoyen, pas. au sens Là, landreux du terme. attends, mais non, mais il faut quand même se mettre dans le contexte, hein. T'as parlé de celui qui était citoyen, mais t'as pas parlé de celui qui l'était pas. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Comment il fait puisqu'il n'y a pas d'argent? Normalement, il a accès à rien, d'après la... Il a accès à rien. Il a accès à rien. La société peut le bannir de la société, le rééduquer, lui trouver un lopin de terre très très petit en lui disant bah démerde-toi avec ça. Et attention parce que si tu vas voler chez nous, c'est 30 ans de prison par exemple. Parce que nous on rigole pas avec ça. Le type il va vite trouver un boulot, hein. Il va vite se rendre compte que pour suer 100 EO pour se construire une petite cabane de merde, et ben avec n'importe quel autre job dans la cité, il aura bien plus que ça en se fatiguant 100 fois moins, hein. Je veux dire, le compte sera vite fait. Et si jamais il y a des irréductibles qui, par vraiment rébellion intellectuelle, ne veulent pas enrichir la cité, ce qui fait d'eux des débiles mentaux ou des abrutis, eh ben c'est pas grave, ils auront leur lopin de terre, hein, à la limite. Ouais, comment gérer la Je veux dire, rareté? Parce que là, c'est vrai qu'on parle de biens, de besoins. d'accord, mais aujourd'hui, comment on gère la Non, rareté? mais on parle de besoins primaires, là. On parle de logement, manger, on parle de vivre, voilà, machin. Mais après, admettons, on parle de choses plus, je sais pas moi. Oui, attends, excuse-moi, mais je tiens quand même à signaler aux auditeurs que à ce moment de la réflexion, tout le monde, pour un travail relativement garanti, Mhm. hein, euh, peut utiliser n'importe quel service et n'importe quel bien en étant logé et nourri convenablement. À partir de là, si il y a s'il y a déjà quelque chose qui fait mieux, je prends. Tu vois. D'accord. Donc après, le reste, tu vas me dire, je sais pas, il y a un artisan qui a fait une belle œuvre d'art, il a fait une Joconde. Bon, moi, personnellement, je sais pas ce qu'on trouve à la Joconde, mais D'accord. admettons, il a fait une Joconde. Il y en a On qu'une, peut pas oui. la vendre aux enchères, Oui. voilà. Eh bien, déjà, qu'est-ce qui va distinguer les citoyens les uns des autres, pour le coup? Puisque économiquement, ils ont la même valeur. Oui, voilà. On considère qu'un balayeur qui va bien nettoyer, désinfecter, etc., la salle d'opération, vaut le travail du chirurgien qui a réalisé l'opération. Ouais, qu'est-ce qui va motiver les gens à devenir chirurgien?
et à aller dans. Eh ben, qu'est-ce qui va motiver les gens à devenir balayeurs? Et pourtant, il en faudra, parce que une fois que tu chercheras des balayeurs pendant 3 semaines et que tu auras des petits rats qui seront gros comme des gros chats, eh ben, il faudra bien se mettre à balayer. C'est du bon sens. Et ensuite, pour être chirurgien, bon, il faut des qualités intellectuelles que tout le monde n'a pas. Tout le monde n'a pas envie de faire 12 ans d'études, et tout le monde n'est pas capable de les réussir. Encore une fois, il y aura de tout. Il y a des gens qui vont se dire, moi, je veux briller en étant médecin, et d'autres qui vont se dire, euh, passer le balai me convient tout à Ouais, fait. mais on peut se tromper. Ouais. Je veux dire, tous les goûts sont dans la nature, et après, il y a les différences intellectuelles, les différences de volonté, les différences D'accord. oui, de réalisation, hein. On peut avoir envie d'un truc et être incapable de le faire sur la durée, etc. Et puis on peut se reconvertir aussi. Euh, tout ça, c'est du détail. Là, c'est du C'est- détail, mais il y aura de tout. Il y tu aura de m'excuses, tout. c'est un exercice mental. Si tu veux, Oui, j'ai mais du ce que mal je viens de à. dire non, mais ce que je viens de dire suffit à le balayer. C'est-à-dire, il y aura de tout. Ouais. Il y aura évidemment de tout. Et qu'est-ce qui distinguera justement les différents citoyens, puisque ce ne sera pas leur pouvoir d'achat, qui est potentiellement illimité, donc dans l'égalité, mais une égalité positive, pas une égalité négative qui serait nivelée ou limitée, une égalité totale, eh bien ce serait leur mérite, justement. Ce serait leur mérite. Moi, j'ai sauvé, je sais pas, moi, 300 vies cette année, bah, j'ai du mérite. Voilà. Chacun peut essayer de se surpasser, et en plus, avec le temps libre que tout ça va permettre, on peut aussi même se professionnaliser ou devenir amateur dans un domaine qui était jusque-là inaccessible. Tu parlais de la musique, par exemple, la musique ça coûte très cher, un instrument de musique c'est très Oui. cher. C'est Euh, c'est un loisir Moi je fais de bourgeois. la batterie, un simple pied de cymbale coûte relativement cher, une cymbale coûte cher, Bien sûr, ouais. une caisse claire coûte très cher. Une guitare ça coûte cher, une bonne guitare. Un synthétiseur ça coûte cher. Donc et puis il faut les amplis, il faut etc. Il faut les micros. Un bon micro, c'est pas si on veut un bon micro. Bon bref, donc tout ça pour et puis même quelqu'un qui veut peindre, il faut un chevalet, il faut des peintures, il faut euh, tout ça va pouvoir s'épanouir en plus. Hein, si on reprend la pyramide de Maslow, là on va commencer à monter les étages et on va pouvoir se consacrer à d'autres choses qu'à la routine et et donc à l'épanouissement non seulement individuel, mais qui va profiter à la société. Vraiment, là, il y aura une société. Ce sera pas chacun dans son coin, un espèce d'individualisme chacun pour soi. Il y aura un vrai profit. S'il y a qu'une Joconde, soit c'est le médecin qui a sauvé le plus de vies qui va la récupérer s'il le souhaite, il aura la priorité, soit on va la mettre dans un musée et tout le monde pourra la voir et il n'y aura pas d'exclusivité. Il n'y a pas forcément de raison qu'il y en Ouais, ait mais c'est la d'ailleurs. disparition. Euh, Excuse-moi, mais c'est la disparition de la euh, propriété pour le coup alors. mais aujourd'hui, la propriété des œuvres d'art, elle est déjà régie de manière très très drastique. Et je signale d'ailleurs que, hélas, les musées français sont pillés. Alors il y a des tas de choses que la France pille euh, et qui se retrouvent dans des musées français, mais honnêtement, on s'en passerait bien. Je pense à tous les arts dits primitifs, etc. Ouais. Et à contrario, il y a des tas d'œuvres d'art euh, qui ont quitté le continent. Qui sont passés en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, etc. Donc, et puis de toute façon, avec Internet, c'est pas compliqué maintenant de mettre à disposition les visites avec les photos, etc. Avec une haute définition des principales œuvres d'art artistiques, des sculptures, des peintures, et puis évidemment ce qui est déjà fait de la musique, etc. Ce qui n'empêche pas aux artistes de vivre, euh, puisque dans la cité, on peut être artiste, l'artiste, l'écrivain, le sculpteur, le danseur, etc. étant, si il y a une obligation évidemment, il faut un minimum de public. Tant qu'il n'est pas connu, il fait en amateur, et à partir du moment où on considère qu'il devient incontournable dans la cité, ou qu'il fait suffisamment de ventes, ça c'est les lois de la cité qui auront à le gérer, et ben il devient citoyen uniquement grâce à cette activité, et donc il peut s'y consacrer totalement. Mais C'est vraiment des...
des soucis qui sont inexistants par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Encore une fois, il faut pas comparer avec la société idéale de demain, il faut comparer la potentialité d'une société idéale de demain avec ce qu'elle est aujourd'hui, et essayer de bâtir déjà quelque chose de mieux. Et on pourra toujours faire mieux, j'espère. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un niveau où on puisse plus, où on puisse plus évoluer, et à condition évidemment que ce soit dans l'égalité, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'un côté des gens qui triment et qui n'aient rien. C'est ça la révolte des Gilets jaunes, ce que vous appelez la révolte française. Et puis de l'autre côté, des types qui foutent rien, voire qui détruisent le pays, le tissu social, les entreprises, les institutions, et qui en plus dorment sur un paquet d'or. Mais alors, pour essayer de continuer l'exercice mental, et toujours essayer voilà, d'essayer de le mettre à défaut, admettons, on supprime donc la valeur des choses, mais comment empêcher les gens d'accorder de la valeur à certaines choses? Je prends un exemple. Et il faut pas empêcher les gens. Il y a une valeur, il y a tout un Oui, mais chapitre justement. dans la propriété ça peut être une valeur sentimentale. Par exemple, je Mhm. sais pas, mon premier nounours, bon, il est tout pété depuis 30 ans, mais c'est mon premier nounours, quoi. J'y tiens beaucoup. Bon, pourquoi pas, hein. Oui, non, mais d'accord, mais ça, à la rigueur, c'est vrai que ce premier nounours, il a de la valeur pour toi, mais pas pour les autres. Voilà, et c'est la raison pour laquelle, en Oui, réalité, mais. c'est déjà le cas aujourd'hui. Si tu prends n'importe quel bien de consommation qui est à vendre aujourd'hui dans notre société capitaliste actuelle, Mhm. tu prends 100 personnes, tu leur demandes de fixer un prix qu'elles seraient prêtes à payer pour cet objet, tu auras 100 prix différents. Oui, mais enfin, il y a quand même des tendances. Par exemple, une maison à Vierzon va peut-être moins attirer qu'une maison en bord de mer. Donc, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire c'est ce que je voulais évoquer tout à l'heure par rapport à la rareté. C'est-à-dire, est-ce qu'il faudrait que dans cette société, il y ait autant de maisons de bord de mer qu'il y ait de citoyens? Ben, c'est simple. Aujourd'hui, on fait comment? Ben, aujourd'hui, c'est quand même au plus offrant. En fait, ça sert à quoi d'avoir une maison? Par exemple, est-ce que la personne va être, admettons, là, tu parles d'un citoyen. Ah, Parce que bien s'il est sûr. plus citoyen, on va saisir sa maison. Oui, oui. Donc là, tu parles d'un citoyen. Il fait quoi comme boulot, ton citoyen? Est-ce qu'il doit travailler près de la mer? Si la réponse c'est oui, bon bah il peut s'arranger effectivement, évidemment pour habiter là où il travaille, c'est assez logique. Mhm. Maintenant, s'il n'a pas spécialement de raison d'habiter ici, le mec va pas forcément avoir 30 maisons. Mais la raison, ça peut être aimer passer ses vacances en bord de mer. Eh ben si tu aimes passer tes vacances en bord de mer, il y a un truc très simple. Tu loues pendant les vacances un appartement en bord de mer. Ça coûte rien. Aujourd'hui, je sais très bien que c'est cher. Mais dans la cité, dans une société comme ça, sans argent, eh ben tu réserves et puis c'est tout. Moi, si tu veux, c'est ça. Il y a pas de problème en réalité. Et chacun, regarde comment ça marche dans une entreprise. Moi, je suis dans une entreprise, une multinationale, qui a des appartements à Saint-Jean-de-Luz. D'accord. Il y a un coin que tu dois Oui, connaître. oui. Euh, il y en a qui n'ont pas envie d'y aller. Bon, déjà, ceux-là, ils y vont pas. Il y a des salariés qui ont envie d'y aller. Et généralement, quand ils y ont été, ils ont envie d'y retourner l'année d'après. Et s'il n'y a pas assez d'appartements pour tout le monde, eh ben, il y en a qui y vont l'année N, et puis l'année N plus 1, ça va tourner, ce sera les autres. Voilà. On fait avec ce qu'on peut, avec ce qu'on a, tout simplement. C'est la même chose qu'aujourd'hui, en réalité. Simplement, les conditions sont quand même plus faciles. Et si, encore une fois, tu vas pas t'emmerder à gérer 30 maisons, si le but c'est simplement à un moment donné, peut-être 3 semaines par an, d'être à tel endroit, de telle position GPS, eh ben, tu réserves et tu trouveras facilement dans cet endroit un gîte, un appartement, une maison à louer, etc. C'est très simple, c'est pas la peine de monopoliser. C'est la même chose pour les Mais voitures. donc, c'est. Tu as pas forcément besoin d'un garage, parce que tu vas devoir avoir un garage, c'est-à-dire on va perdre de la place pour mettre ta bagnole. Mhm. Mais si par exemple, je dis n'importe quoi, mais la technologie le permet, tu as des voitures euh, qui conduisent toutes seules, par exemple. On parle même pas de chauffeur, mais ça peut être avec un chauffeur, et ça peut être un métier d'être un chauffeur. Une sorte de taxi gratuit, tu vois, qui roule la nuit. Et le mec est citoyen comme ça. Mais il peut aussi y avoir de la technologie qui entre en jeu. Une voiture autonome qui roule, ou même qui roule pas, mais avec ton application smartphone, tu l'appelles, elle vient, elle t'emmène où tu veux.
tu veux mettre des bagages dedans, il n'y a pas de problème. Et tu auras toujours une bagnole quelque part à un instant T ou accessible dans les 10 minutes. Tu vois? D'accord. Et elle va pas forcément tourner pour dépenser son carburant. Elle est stationnée quelque part. Et puis elle vient quand tu l'appelles. Et là, tu n'as pas besoin d'avoir t'as pas besoin d'avoir une voiture par personne, On est quoi. d'accord que la voiture ou la maison à Saint-Jean-de-Luz, elle appartient, je dirais presque au niveau juridique du terme, elle appartient à personne, mais elle appartient à la cité, quoi. Eh ben, ce genre de, justement, là, c'est la question, c'est-à-dire que on en vient finalement à mutualiser correctement ce genre de truc, mais c'est déjà en train d'être fait avec les Vélib, avec les Autolib, etc. Déjà dans une optique de non-pollution, et puis de réduction des coûts, parce qu'une voiture, il faut l'entretenir, alors que si elle est révisée régulièrement par la société à laquelle elle appartient, quand je dis la société, là pour le coup c'est l'entreprise ou le garage qui les met à disposition et qui va les réviser régulièrement, Ouais. ta voiture, il y a toujours le plein d'essence qui est fait dedans, elle est en bon état, donc en termes de sécurité c'est très T'as important, parce déjà pris une qu'aujourd'hui il y a beaucoup Autolib? d'accidents. Sans déconner. Non, Autolib, non, mais c'est parce qu'ils font ça, parce qu'ils ont le minimum, ils ont pas d'argent, donc ils font des Autolib de merde. Mais si t'étais pas limité, tu pourrais faire des bonnes Autolib, et tu économiserais tout l'argent de tous les gens qui n'auraient plus besoin d'avoir une voiture. Il y a combien de Parisiens qui n'ont pas de voiture? Il y a combien de Parisiens qui n'ont même pas le permis? Ah oui, non, mais ça c'est... Oui. C'est un pourcentage extraordinaire, et ça les empêche pas de partir en vacances n'importe où. Alors ils prennent le train, ils prennent le... c'est aussi le moyen, par exemple, de faire revivre le réseau de voirie, de chemin de fer qu'on a en France, qui est énorme, pour qu'il y ait le minimum de voitures, et donc le minimum de bouchons, et le minimum de pollution, et le minimum de parking aussi nécessaire, soit des parkings publics, soit des parkings privés, en dessous des résidences ou n'importe où. Je veux dire, les possibilités sont illimitées. C'est vraiment quelque chose de nouveau. C'est difficile de se plonger Ah dedans, oui, non, mais, non, vraiment, se projeter, c'est un exercice mais, mental. mais tu vois bien qu'à chaque fois, en fait, il faut se poser cette question. Comment c'est aujourd'hui? Chaque auditeur prend un sujet, il se pose la question, comment c'est aujourd'hui? Et il fait l'exercice si j'enlève l'argent, comment ça se concrétise derrière? Et comment ça peut éventuellement se mutualiser pour s'optimiser? Eh ben, tu vas voir que c'est un petit paradis derrière, hein. Et c'est pas du tout, je ne sais où serait En fait, les gens, et t'es pas le premier, hein, la plupart des gens avec qui je parle de ce sujet, cherchent le vice caché, tu vois, un petit peu comme un appartement qui te plaît vraiment, le loyer est vraiment pas cher, tu te dis, putain, il y a une couille quelque part. Oui. C'est pas possible. Mais encore une fois, c'est l'argent qui te fait dire ça. Il n'y a pas de couille quelque part. Bah, Il n'y a pas de couille parce que s'il y en avait une, tu appelles un artisan et tu la répares. Ça va pas te coûter 10 000 euros de plomberie. Il n'y a pas de couille possible puisque c'est gratuit. oui, d'accord, ok. Mais écoute, Tu vois ce que je veux dire, tu vois le parallèle que je bien fais? sûr, bien sûr. Écoute, on invite donc les auditeurs à s'amuser à cet exercice mental. On espère, enfin moi j'espère que vous avez, en tout cas vous qui nous écoutez, bien compris le principe, parce qu'il faut à la fois faire le constat de comment ça marche l'accession à un bien dans notre société actuelle, et comment du coup ça C'est fonctionnerait dans ça, c'est ça. ce... Voilà, il faut faire toujours C'est le ça. parallèle. En, Moi, en sachant que rien n'est fixé, il y a le principe, mais ensuite il y a les lois de la cité. ouais, Et admettons qu'il y ait 10 cités. Euh, En fait, la cité, là, on parle à l'échelle d'un bien pays, hein. sûr. Donc ce serait, mettons, 10 pays d'Europe occidentale, par exemple, qui adoptent ce système. Le principe serait le même, mais ils auraient sans doute 10 ensembles de lois, 10 corpus législatifs Mhm. différents, voire très différents. Exactement comme si tu donnes une constitution identique à 50 pays, tu vas avoir malgré tout 50 institutions et 50 législations très différentes. Donc là, tout ça n'empêche pas la démocratie locale, n'empêche pas, il y a tout un paragraphe qui est destiné à ça dans la Révolution sur le civisme, la Révolution du XXIe siècle, de Philippe Landeux, sur une possibilité d'institution, mais avec parce qu'évidemment, comme on est dans l'égalité, on est dans l'égalité en droit, et donc aussi en droit politique, pour ceux qui ont la nationalité. Là, on parle plus de citoyenneté, mais une petite restriction, un peu moins, il y a plus de citoyens que de nationaux, hein, puisqu'il n'y a pas les immigrés, etc. D'accord. Mais parmi ceux qui ont la nationalité, eux, ils ont des droits politiques,
Et tant qu'ils en jouissent, ils peuvent évidemment, à leur échelle, hein, leur voix ne vaut pas 100 fois plus que celle des autres, évidemment, mais à leur échelle, ils peuvent évidemment corriger les lois, les modifier, les faire, etc. Donc tout ça, c'est un organisme vivant, un pays, un code juridique, c'est quelque chose de vivant, c'est pas quelque chose de stagnant, et à chaque fois qu'il y a un problème qui se pose, eh ben, les gens le régleront d'une manière ou d'une autre, mais selon ce principe-là. Hein. D'accord. C'est pas, voilà. Bon, de toute façon, Et donc, si je dois vraiment redéfinir le principe, c'est vraiment tout con à comprendre, il faut vraiment se mettre dans cette hypothèse initiale. Comme c'est aujourd'hui les droits sont conférés par la monnaie, mais en réalité, normalement, on a le statut de citoyen grâce à la citoyenneté, et donc euh, on accède au marché, par exemple, parce qu'on est citoyen. oui. Et donc, évidemment, dans la même limite que les autres. Et comme on n'est pas effectivement égoïste ou totalitaire et on n'a pas envie de se garder une grosse part du gâteau, cette part est potentiellement illimitée, évidemment. Et chacun a des besoins différents. Moi, je préfère les bananes et toi, tu préfères les kiwis. Et ben, t'auras tes bananes et j'aurai mes kiwis ou le contraire, peu importe. Bon, écoute, j'espère que nos auditeurs ont bien compris le principe. De toute façon, on les invite à se rapprocher donc de l'ouvrage de Philippe Landeux. Là, Oui, alors, en plus, il y a beaucoup d'ouvrages de Philippe Landeux. ouais, Alors, il en a écrit il a écrit beaucoup de livres historiques sur la Vendée, sur Robespierre, etc., oui. qui sont payants. En le- Mais les livres, la plupart de ses livres sur le civisme sont accessibles gratuitement sur son site. voilà, en tout cas, ou alors en PDF, Il y a des enfin, vidéos, il y a des ouais, ouais, émissions, ouais. Ou voilà. alors en PDF, franchement, c'est quelques euros. Enfin, Ouais, c'est pas c'est cher, vraiment. c'est pas cher. Le but, c'est que ce soit lu, c'est pas, bon, évidemment. Après, moi, comme je le disais, voilà, l'exercice mental m'est difficile et j'ai peur encore une fois que ça ne prend. Mais parce que c'est récent, parce que à titre personnel, ça fait combien de temps, toi, que tu te poses ce genre de questions, par exemple? Oh, bah, c'est en quelques années, on va dire. Tu vois, ça fait quelques années. Ah, ça fait quelques années déjà que tu connais ce truc-là et que Ah, que tu... je connais ce principe-là, non, Ouais, la théorie de film. que tu réfléchis à ça, à ce genre de questions. Alors, on va dire depuis Sur, les par initiatives exemple, communautaires. Allez, on va dire 2 ans, tu vois, depuis. 2 ans, Bon, d'accord. on va dire ça comme ça. Là, je fais à la louche, hein, je ne suis pas au mois près. Ouais. Mais bon, effectivement, on prend le kidam dans la rue, le couple avec enfant qui a la tête dans le guidon à cause du boulot. On peut imaginer que voilà, il ne se pose pas vraiment ce genre de questions. Voilà, bon, bah, il faut réfléchir un petit peu, il faut... Ouais. mais en tout cas, c'est un combat. Si on reprend notre conclusion de tout à l'heure, Ouais. en fait, c'est, à mon avis, ce combat, cette société qui peut unir les différentes forces euh, nationalistes, finalement, euh, même européennes. Hein. Bon. Hein, c'est un projet qui est basé de toute façon sur ce qu'on est nous, sur la technologie et la société de production industrielle. Il y a pas beaucoup de pays dans le monde qui peuvent être indépendants technologiquement et sur leur marché, hein, qui ont des usines, etc., et qui ont le savoir-faire en même temps. À part l'Europe occidentale, les États-Unis, quelques pays comme ça, il n'y en a pas des masses. Hein. Et encore Donc c'est ouais. limité à un petit nombre de pays, donc c'est-à-dire que c'est limité. En fait, c'est ce que je veux dire par là, c'est que c'est typiquement européen ce genre de ou américain maintenant, mais parce que bon, les Américains sont des anciens Européens, mais euh, c'est c'est un projet de chez nous, tu vois, ça part d'Athènes et ça traverse l'Atlantique, Oui, mais d'accord. Je c'est vois ce que tu veux dire. Oui, voilà. oui, bien sûr. Bah, après, il y a quand même l'indépendance. Quand tu parles d'indépendance, il y a toujours l'accès à l'énergie. On n'a peut-être pas encore la technologie de l'indépendance totale. Mais bien sûr, mais encore une fois, cette énergie, on peut aussi l'économiser. Oui, Et si on fait ça, il y aura déjà beaucoup moins de oui, gaspillage. oui, ou optimiser la consommation. Voilà. Oui. Bien sûr, bien sûr. Ouais, pourquoi pas. Bah écoute, on invite les éditeurs à réfléchir à la question. N'hésitez pas en commentaire à proposer vos petits exemples, vos petites illustrations pour voir Ah, si ça et fonctionne. puis, évidemment, bon, les commentaires, on peut déjà imaginer, enfin, moi, de manière générale, je suis toujours assez sceptique, mais c'est mon point de vue personnel, mais si c'est pour dire des choses, en fait, qui seraient expliquées, et certainement elles le seront dans les livres qui sont déjà existants, ou qui seront des lois proposées à l'instant T par la société en question, c'est pas forcément intéressant. Moi, j'invite vraiment ceux que ça intéresse à se pencher sur les textes de Philippe Landeux pour comprendre Oui, l'esprit
qu'il y a derrière, parce que là, évidemment, on a résumé ça en 1 heure, mais en fait, c'est des centaines de pages et d'exemples qui ont déjà été réfléchis depuis 20 Oui, ans. voilà. Hein, parce que je crois que Philippe Landeux a sa théorie depuis 1997. Donc ensuite, il y a le temps de l'expliquer, de l'écrire correctement, il y a eu des tas de versions différentes, il y a eu de nombreux livres. Euh, mais tu vois, ça fait plus de 20 ans. Donc en plus de 20 ans, faites-lui confiance. Il a déjà réfléchi à toutes les objections que vous pourriez trouver en 30 secondes. Il n'y a pas de problème. Oui, oui, oui. Euh, donc prenez le temps d'aller vérifier et ne sautez pas partout. Non, mais c'est vrai, il a une démarche assez scientifique Et alors moi je compare son écriture à celle de René Guénon parce que D'accord. à chaque fois qu'il examine une piste, pour ceux qui... Alors, sauf que là c'est à un niveau économico-juridique alors que Guénon c'est de l'ordre de la métaphysique, mais c'est la même chose, il explore toutes les voies. C'est vraiment... euh, c'est un algorithme qui n'oublie rien, quoi. Voilà, Oui, c'est le je vois. robot qui passe Oui, partout. oui, c'est clair. Voilà, Ouais. Il fait toute l'arborescence de réflexion, on pourrait voilà, c'est qualifier ça ça, comme ça. Ouais. c'est ça. Ouais. Il descend partout et il oublie rien, et c'est exhaustif, donc c'est pour ça que ça peut être un peu pénible à lire, mais une fois qu'on a compris, et qu'on a suffisamment d'exemples pour voir que ça marche, et surtout quand on recompare avec ce qui existe aujourd'hui, Mhm. il n'y a pas photo. Je veux dire, quelqu'un qui dit bah, je préfère encore comment ça marche aujourd'hui, eh ben, il doit pas avoir beaucoup de problèmes d'argent et je suis heureux pour lui, mais bon, voilà. Ah, on pourrait peut-être émettre justement le fait que la possibilité de mettre une société comme ça en place soit très délicate par rapport aux bourgeois, justement, qui verraient leur... Ah, mais toute révolution, évidemment, va avoir des détracteurs. Les forces contre-révolutionnaires sont celles du capitalisme, du vrai. Ouais, Hein. En fait, Philippe Landeux a défini son projet comme un libéralisme sans capitalisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amas de capital, mais ça fonctionne sur la liberté d'entreprendre et évidemment de choisir son emploi et son entreprise et de la créer. le Hein, donc libéralisme sans le capitalisme. Putain, c'est c'est le ça. titre de l'émission, là, que tu viens de trouver. Eh ben, Je le note immédiatement. exactement. Eh ben, on peut effectivement, ça résume bien parce que si on se penche un peu dessus, c'est exactement ça. Après, quand on définit correctement les termes, alors c'est pas un libéralisme forcément au sens des mœurs, uniquement pour le coup, parce qu'on a tendance à les assimiler, mais uniquement pour le coup au côté économique. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une liberté, il y a un marché. Si l'entreprise à un instant T ne fait plus de ventes, ils vont pas produire pour rien. Et à un moment donné, les employés, on va leur dire, on ferme l'entreprise, vous avez tant de jours où vous avez conservé par exemple votre statut de citoyen pour trouver un autre job. Hein, et parce que travailler pour cette entreprise ne fait plus de vous des citoyens. Ouais. Parce que évidemment, sinon, on tombe dans le communisme. Là, tu vois, ce qu'ils faisaient en URSS, ils continuaient à produire des bots. Oui. Donc il y avait peut-être 300 millions de paires de bottes, mais ça servait à rien, tu vois. Mais simplement, ils étaient payés pour faire des bots, donc ils faisaient des bots. Voilà. Mais ils réfléchissaient pas au marché. Écoute, ce que je peux te dire, c'est que si effectivement la mise en place d'une telle société pourrait être délicate du fait de la bourgeoisie, connaissant les composantes pardon, de notre milieu politique, je préfère Mhm. te dire que voilà, la théorie de Philippe Landeux, ça va faire des étincelles un petit peu. Tu vois, ça va. C'est-à-dire, excuse-moi, j'ai pas forcément bien saisi ce que tu Bah, entendais par là. c'est-à-dire que bon, notre milieu est quand même composé de classes différentes, on va dire quand même. C'est quand même assez hétéroclite. Et du coup, bon, je sais pas. Et bien sûr, mais c'est pour ça, tu vois, c'est pour ça que j'ai parlé de nationalisme. Ouais. Parce qu'en réalité, le nationalisme, c'est quoi? C'est le bien, c'est l'intérêt général de la nation, par-delà les particularités individuelles. Certains disent que c'est un totalitarisme. C'est une forme de totalitarisme de faire passer son pays avant soi, bien sûr, Mhm. avant sa classe. Hein. Mais c'est comme ça que le pays va se redresser. Et quelque part, si le pays se redresse, toi aussi, tu vas bénéficier malgré tout de ce redressement, alors qu'aujourd'hui, c'est la catastrophe. Donc, même s'il y a effectivement un petit côté collectiviste dans le nationalisme, euh, parce qu'autrement, on choisit d'être bourgeois, bon, ou alors c'est parce qu'on n'est pas capable de le devenir, quoi. Donc, c'est de l'incompétence dans ce cas. Mais, euh, mais oui, évidemment que les forces réactionnaires conservatrices veulent étouffer le projet, et tenteront de le faire le moment venu. Pour l'instant, c'est théorique, mais le jour où beaucoup de gens, par exemple, seront conscients de l'existence de ce projet et y adhéreront,
elles seront peut-être très très motivées, et en face, elles trouveront des gens aussi très très motivés pour l'empêcher. Mais normalement, un nationaliste qui revendique le bien de son pays et l'intérêt général ne peut que souscrire à, à cette forme de société. Ouais, enfin là j'ai plein de. C'est horrible parce que j'ai plein d'exemples, enfin de tentatives de contre-exemples à te proposer. Est-ce qu'il y a la prise en compte de l'identité de l'individu, si tu veux enfin bref, j'aurais plein d'autres questions. On pourrait y passer, du coup, on pourrait y passer des heures, hein. Il y a pas de souci, voire des jours. Bon, écoute, on va essayer de conclure. On va inviter nos auditeurs à faire cet exercice mental, comme on le disait. À se- Ah bah pour moi, j'ai conclu déjà, oui, Ouais, ouais, enfin, je voilà. te laisse. Et Ouais. puis, bah, écoutez, on va se retrouver pour une prochaine émission. On ne connaît pas le prochain thème. Ce sera peut-être Daeg cette fois qui vous proposera autre chose. Et puis, on vous dit à bientôt. Allez, salut! Salut!